Bonjour à tous et merci à Agropolis de me donner cette opportunité de revenir sur les travaux menés depuis plus d'une dizaine d'années maintenant dans le cadre de la plateforme PlanteNet. Donc l'objectif de la présentation, c'est de montrer comment l'investissement d'Agropolis a contribué à faire rayonner l'expertise du réseau du Labex Agro, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, et ceci dans le cadre des sphères scientifiques et non académiques. Le projet, il est né donc de la rencontre de deux personnes, Daniel Barthélémy, qui à l'époque était chercheur à l'INRA en botanique tropicale et responsable de l'UMR AMAP, donc au moment de leur rencontre, et Noza Boujma, qui était chercheuse en fouille de données multimédia à l'INRIA et responsable également d'une équipe, donc l'équipe Immédia, qui était basée à l'époque à Rocancourt. Donc, l'objectif du projet dans sa forme initiale, c'était de lever le verrou de l'identification des plantes par la mobilisation de 3 champs disciplinaires complémentaires, donc qui sont illustrés ici. Les sciences végétales, avec la mobilisation et la production de vastes corpus de données botaniques, donc d'occurrences initialement illustrées de plantes dans différents contextes. Les sciences informatiques pour l'expérimentation de nouvelles techniques d'apprentissage par ordinateur à partir de données visuelles pour faciliter en fait la production de nouvelles données via l'identification correcte d'espèces de plantes. Et les sciences citoyennes par l'implication d'acteurs non académiques disposant d'un intérêt pour bénéficier des résultats de recherche et d'une capacité forte pour contribuer en fait à la coproduction de ces résultats et à l'analyse des résultats fournis, notamment par le retour d'usage des services proposés dans le cadre de la plateforme qui serait développée. Donc, les grandes étapes contractuelles du projet ont été les suivantes. Le projet a été initialement et officiellement commencé donc en tant que premier projet étendard du RTRA le 1er septembre 2009. Il a été soutenu dans cette forme-là jusqu'en décembre 2014 en mobilisant des unités et chercheurs des 4 membres fondateurs que sont donc le CIRAD, INRA à l'époque, l'INRIA et l'IRD. À la suite de cette première phase donc centrée sur des travaux de recherche, le financement de thèses, de postdoc, mais aussi d'une capacité en ingénierie pour amorcer en fait le développement des protos qui seraient maintenus par la suite et étendus par la suite. Donc à la suite de cette première phase de recherche, le projet a été consolidé dans le cadre du programme investissement d'avenir floristique financé par l'ANRU. Et dans ce cadre-là, la Fondation a accepté de continuer en fait à jouer son rôle structurant pour le projet initial en acceptant d'être le coordinateur et le porteur du projet floristique, donc qui a perduré de 2015 à 2018. Donc, PlanteNet a ensuite été soutenu dans le cadre du programme Horizon 2020 Cost for Cloud, qui se poursuit actuellement, et qui permet notamment l'intégration d'une partie des résultats obtenus dans le cadre de PlanteNet sur IOSC, qui est le cloud européen de la science ouverte. Et depuis 2009, le consortium PlanteNet est géré à travers le dispositif INRIA Soft, qui offre un cadre contractuel pour notamment gérer les recettes et les dépenses du consortium et participer à la maintenance des résultats de recherche obtenus jusque-là. Donc, de par sa nature multidisciplinaire depuis le début, le projet PlanteNet a mené une grande diversité de travaux, depuis des études très fondamentales en mathématiques et sciences informatiques à des travaux beaucoup plus appliqués, notamment avec le développement de nouvelles méthodes de modélisation écologique, par exemple. Donc, j'illustrerai un certain nombre de travaux plus fondamentaux et d'autres plus appliqués dans la suite de la présentation. Il est original de savoir que finalement, l'application mobile éponyme PlanteNet, qui est la partie la plus visible de l'iceberg de cette plateforme informatique, n'était initialement pas envisagée dans le programme de recherche initial. Son développement a d'ailleurs fait débat en interne au sein des équipes qui étaient impliquées, et le déploiement de cette version mobile n'a été effectué que très tardivement dans la version initiale du projet PlanteNet.
Donc, à partir de ce déploiement, en septembre 2013, la visibilité, les bénéfices et impacts du projet, aussi bien scientifiques que sociétaux, n'ont cessé de croître. Donc, avec un nombre croissant d'usagers, un nombre croissant d'études scientifiques s'appuyant soit sur les données, soit sur les services produits. Et le projet a été reconnu à travers plusieurs prix. Le dernier d'entre eux étant le prix de l'innovation décerné par l'Académie des sciences en décembre 2020. Et en fait, l'ensemble de ces prix et de cette visibilité a contribué à accroître l'impact du projet qui, finalement, en une dizaine d'années, s'est positionné comme une plateforme majeure dans le suivi de la biodiversité végétale et l'exploitation de services pour le monitoring de l'agrobiodiversité. Donc à ce jour, on compte un peu plus de 32 millions de téléchargements de l'application mobile de la plateforme avec 2,8 millions de personnes qui ont créé un compte pour participer à cette plateforme de sciences participatives. On compte pour l'année 2021 une moyenne d'utilisation journalière qui est comprise entre 250 et 600 000 personnes par jour. La communauté des utilisateurs a participé à traduire les interfaces de cette plateforme en près de 36 langues, ce qui continue finalement à accroître le bénéfice que peuvent avoir des acteurs dans des langues différentes de celles pour lesquelles le projet était initialement visé dans ces formes, au cours des années passées. La plateforme a contribué à l'agrégation d'un demi-milliard de demandes d'identification de plantes. Donc, c'est un seuil qu'on a passé il y a quelques jours seulement et qui illustre à quel point, finalement, il y a une très forte demande sur ce type de service. Et on voit, avec l'usage de nouveaux services qui sont proposés, que les bénéfices du projet seront peut-être au-delà d'une utilisation par des personnes qui utiliseront un smartphone sur d'autres formes d'innovation qui seront possibles à travers finalement la levée de ce verrou taxonomique à travers l'approche qu'on a développée. Et donc la plateforme, elle couvre aujourd'hui près de 36 000 espèces de par le monde, donc avec une adaptation forte initialement aux espèces cultivées et se développant spontanément en zone méditerranéenne, en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, mais petit à petit, via les collaborations et la participation des réseaux d'usagers et de bénéficiaires, il y a eu une extension des possibilités de la plateforme qui couvre aujourd'hui donc près de 36 000 espèces. Dans le cadre d'une étude d'impact menée par le CIRAD, dans le cadre de l'expérimentation de nouvelles méthodologies pour évaluer l'impact des travaux de recherche dans le cadre desquels le CIRAD serait impliqué, il y a eu un recensement et une analyse des bénéfices des usagers. Et donc, sur plus de 700 répondants, on a noté que près de 12% l'utilisaient à titre professionnel. Donc, ça illustre le fait que plus de 80% l'utilisent à titre personnel. Mais dans le cadre de ces 12%, donc, il y a une diversité d'usages assez importante pour la conduite d'activités en agroécologie, la gestion des espaces naturels, la conduite d'activités de recherche ou d'expertise de terrain. Un grand nombre d'usages destinés à la formation, l'éducation, et d'autres contextes comme ceux de l'écotourisme ou du commerce. Et finalement, le retour des usagers nous a permis de constater qu'il y avait des usages qui étaient très éloignés des objectifs initiaux et qui étaient très originaux et qui finalement viennent nourrir les évolutions futures de la plateforme. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc tout ce travail n'a été possible que grâce à la mobilisation d'un vaste réseau d'acteurs autour du RTRA au départ, un réseau d'acteurs nationaux et internationaux avec pas mal de mobilisation d'acteurs européens, mais finalement cette visibilité offerte via la visibilité de cette application mobile, elle a vraiment permis d'impliquer un grand nombre de partenaires scientifiques et non académiques à travers le monde, et quelque part ces partenaires, en venant s'associer au réseau initial et aux membres fondateurs initiaux, venaient adapter la plateforme à leur contexte et leurs besoins et finalement permettaient
à la plateforme de couvrir un plus grand nombre d'espèces et un plus grand nombre de champs d'exploitation des résultats de celle-ci. Depuis 2020, donc la plateforme contribue au GBIF, qui est une plateforme intergouvernementale d'agrégation de données sur la biodiversité. C'est l'un des plus gros contributeurs à partir de l'année 2020 sur les plantes au niveau mondial. Et la contribution des données validées à cette plateforme, elle permet notamment de suivre l'usage des données qui est faite de PlanteNet dans des publications scientifiques. Et donc, on voit qu'en un peu moins de 2 ans, il y a eu plus d'une centaine de travaux de recherche publiés qui se sont appuyés pour partie sur des données PlanteNet téléchargées à travers le GBIF. Et donc, c'est une nouvelle forme possible pour nous de suivre l'impact scientifique du résultat du projet au bénéfice de travaux d'autres acteurs que ceux qu'on côtoie et qui reviennent vers nous. Une caractéristique importante de la plateforme qu'il est important de souligner, c'est le fait qu'au départ, c'était des réalisations qui étaient vraiment, je dirais, gérées au niveau des laboratoires qui étaient impliqués. Et petit à petit, elle a mobilisé de plus en plus les infrastructures des membres fondateurs, donc des 4 membres fondateurs que j'ai déjà mentionnés. Et petit à petit, en fait, elle s'est déployée au niveau d'un écosystème informatique de plus en plus vaste. Donc aujourd'hui, la plateforme, elle est co-gérée à travers les collaborations qu'on a avec les DSI du CIRAD et de l'INRIA, on bénéficie d'un accès donc au cluster de Meso-LR géré par l'Université de Montpellier. Et l'ensemble des données et services qu'on propose et qu'on diffuse, ils sont exploités sur d'autres infrastructures informatiques. Donc, on liste ici les terminaux mobiles qui viennent récupérer les données et applications qui sont diffusées, des logiciels développés par des tiers qui utilisent le service de reconnaissance dans leurs propres API, l'utilisation qu'on a du centre de calcul national géré par le GENSI, qui nous permet l'entraînement de modèles de reconnaissance d'espèces à très grande échelle et l'expérimentation de différentes approches pour cela, et le transfert aussi de données et services sur des infra tierces à l'échelle européenne ou internationale, comme la diffusion des données sur le GBIF ou dans le cadre du programme européen Cost for Cloud, la diffusion des services sur IOSC, donc le cloud européen de la science ouverte. La plateforme PlanteNet, elle est principalement connue pour cette interface mobile qui facilite l'identification des plantes. Pourtant, elle fournit des services complémentaires, donc plus à destination d'acteurs qui viennent l'utiliser à titre professionnel. Et donc, on en liste 4 ici qui illustrent des contextes plus ou moins visibles sur la plateforme. Donc, le premier, c'est la conception de micro-projets qui permet de contextualiser l'ensemble des interfaces des applications web et mobiles à une liste d'espèces d'intérêt pour un partenaire. Donc, qu'il s'agisse d'un jardin botanique, d'un conservatoire, d'espaces naturels, d'une collectivité territoriale qui souhaite suivre les espèces se développant spontanément ou qui sont plantées pour l'aménagement ou les activités agricoles. Et donc, cette contextualisation, elle permet de bénéficier de l'ensemble des services à l'échelle d'une zone géographique et ou d'une liste d'espèces d'intérêt. Donc, typiquement, ce concept de micro-projet, c'est quelque chose qu'on a développé récemment là, en étroite collaboration avec le Centre commun de recherche de l'Union européenne, le JRC, basé à Ispra, en Italie, et la mise en place d'un micro-projet sur les espèces cultivées à l'échelle européenne. Donc, ceci permet en fait de rapidement identifier les espèces des cultures européennes qui sont celles enregistrées dans l'Observatoire européen Lucas, qui s'intéresse à la cartographie de l'occupation des sols à l'échelle européenne. Et toutes les données collectées vont ensuite être utilisées pour mieux comprendre la dynamique phénologique des cultures européennes, ainsi que les changements dans les rotations de cultures au niveau continental, grâce à cette collaboration avec le JRC qui finalement est possible ou s'illustre
avec l'utilisation de ce nouveau type de service qui est proposé sur la plateforme. Un deuxième service qu'on illustre ici, qui est disponible depuis le printemps 2021, c'est la possibilité de regrouper les observations d'un certain nombre d'utilisateurs qui volontairement vont mettre en commun leurs données pour en faciliter la révision, l'agrégation, l'analyse, le téléchargement de la plateforme, donc à travers ce concept de groupe. Ici, on a une cartographie d'une partie des groupes qui sont les groupes qui ont, je dirais, une emprise géographique. Et donc, ces groupes, ils sont utilisés dans différentes activités, que ce soit des activités pédagogiques, scientifiques. Et donc, on illustre ici la mise en œuvre d'un tel groupe à l'échelle du Salar d'Uyuni, dans le cadre d'un programme de recherche porté par des chercheurs de l'IRD qui s'intéressent au suivi de la diversité d'espèces de cette zone-là. Et donc, c'est un type de service proposé à la communauté scientifique qui finalement permet de bénéficier à la fois de la visibilité de la plateforme en mobilisant de nouveaux acteurs sur un sujet d'intérêt pour des chercheurs qui s'intéressent au suivi des espèces d'une zone en particulier. Un troisième service qu'on illustre ici, c'est un service qui permet d'explorer. En fait, tout à l'heure, je disais qu'il y avait eu un demi-milliard de requêtes d'identification de plantes. Toutes ne sont pas validées et toutes ne sont pas publiques. Et donc, on a mis en place des espaces dédiés aux partenaires scientifiques les plus proches pour permettre d'explorer les données de ce demi-milliard de requêtes d'identification. Donc ici, on l'illustre sur le fait qu'on peut, à partir d'une liste d'espèces d'intérêt, connaître l'ensemble des observations publiquement partagées sur la plateforme et des requêtes d'identification appartenant aux espèces d'intérêt pour une zone donnée. Donc ici, c'était dans le cadre d'échanges avec l'unité PVBMT à La Réunion et la collaboration qu'elle a avec la DREAL de La Réunion sur le suivi des espèces envahissantes. Et donc, on visualise ici les occurrences d'espèces donc, potentiellement envahissantes à La Réunion, qui ont un envahissement avéré dans d'autres régions du monde et qui permet donc à ses partenaires de récupérer l'ensemble de ces observations et ce de manière continue et dynamique au fur et à mesure de la production d'observations par le réseau d'usagers. Et donc, ce type de service-là, il est utilisé pour, je dirais, faciliter les prospections dans le cadre de travaux de recherche sur les espèces pollinisées par certains types de pollinisateurs, pour faire en tant que support de je dirais, organisation de collecte de données de terrain pour essayer de cibler des zones où potentiellement il y a des occurrences pertinentes visibles à travers PlanteNet qui n'ont pas été encore, je dirais, caractérisées par des chercheurs sur le terrain. Et un quatrième et dernier service donc, qui prend petit à petit de l'ampleur, c'est l'usage direct du service de reconnaissance proposé à travers les applications, mais qui peut être exploité par des chercheurs ou par des développeurs d'applications dans d'autres contextes. Et donc, ce service de reconnaissance de plantes, certains développeurs d'applications l'intègrent dans leur propre workflow, dans leur propre plateforme web ou mobile pour donner à leurs usagers accès à ce service-là dans des contextes bien précis. Donc, il y a des personnes qui l'utilisent, par exemple, pour l'identification automatisée de flux de données issus des réseaux sociaux, tels que Twitter, Instagram ou Facebook. Donc, il y a une publication du Centre anglais d'écologie et d'hydrologie sur ce thème, mais on sait qu'il y a aussi d'autres acteurs ailleurs dans le monde, hors Europe, qui utilisent l'API pour en fait l'analyse de données issues de flux de données visuelles sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui l'utilisent, donc comme je le disais, dans des applications qu'elles développent. Donc ici, on a une illustration de 3 applications. La première, eSurveyor, qui est destinée en fait à l'estimation des populations d'insectes pollinisateurs maintenues autour d'une parcelle agricole grâce au recensement des espèces autour de la parcelle. Et donc, c'est dans le cadre de la politique de soutien du développement
d'une agriculture raisonnée en Angleterre, où en fait il y a déjà des aides en fait aux agriculteurs en fonction de leurs pratiques respectueuses de l'environnement. Et l'objectif est que ce type d'application en fait permette de mesurer plus finement quelle est la contribution de l'activité d'un agriculteur au maintien de populations d'insectes pollinisateurs. On mentionne ici le programme SPIPOL, porté par le Muséum d'histoire naturelle, qui s'intéresse au suivi des populations de pollinisateurs et donc à l'usage. Ils utilisent ici l'identification de plantes, PlanteNet, pour faciliter l'identification des plantes pollinisées par les insectes recensés par les membres de cet observatoire, et l'application Vers de terre production, qui s'intéresse à la caractérisation de la qualité des sols agricoles par le recensement des espèces non cultivées sur ces sols, et où ils utilisent le service d'identification pour faire ce recensement. Donc la plateforme, elle a bénéficié de l'investissement d'Agropolis pour conduire des activités de recherche menant à la diffusion de données et services. Et ces données et services viennent aujourd'hui nourrir des activités de recherche impliquant de manière plus ou moins importante finalement les acteurs du LabEx Agro. Et donc on illustre ici une diversité de ces travaux de recherche. Je vais juste les lister brièvement, mais ils donnent une étendue en fait de la diversité des travaux nourris par finalement le développement de cette plateforme. Donc il y a eu, dans le cadre d'une collaboration avec Arcade, l'expérimentation de ces services-là à un niveau d'identification plus fin que celui qui est possible actuellement à travers PlanteNet, à savoir l'identification au niveau variétal. Et donc, il y a eu une expérimentation sur l'identification de variétés de riz à travers la constitution d'une base d'images s'appuyant sur l'un des CRB gérés par les membres fondateurs. On a actuellement un programme donc soutenu dans le cadre d'un CASDAR qui s'appelle Carpeso, qui s'intéresse à l'estimation de la valeur nutritionnelle de l'eau de semences végétales destinée à l'alimentation animale, et ce de manière automatisée. Et donc l'objectif est de directement, à partir de l'analyse d'une image de l'eau de graines, de dénombrer lister et dénombrer les différentes espèces pour pouvoir estimer la valeur nutritionnelle d'un lot de semences de manière automatisée par l'analyse visuelle, et donc avec un bon espoir de pouvoir transférer ce type de service dans des applications mobiles à destination des agriculteurs. Des travaux dans le cadre donc d'une ANR, l'ANR Widelec, donc qui s'intéresse ici au désherbage autonome intra-rang, avec un objectif de pouvoir détecter et déterminer de manière automatisée à travers une version embarquée d'un modèle de reconnaissance de plantes les adventices de différentes cultures, et de permettre un désherbage notamment avec une tête électrique illustrée en bas à droite de ce slide. Toujours dans le cadre en fait de l'analyse des performances de ce type de modèle de classification visuelle, donc on a travaillé avec le soutien d'Agropolis et de Digitag sur l'évaluation de ces techniques pour l'identification de pathologies végétales. Donc là, on a l'illustration d'un de ces résultats de recherche, et qui est très prometteur, et qu'on espère à terme pouvoir intégrer dans la plateforme pour avoir un service complémentaire qui, en plus de l'identification des espèces de plantes, permettrait d'identifier les carences ou les pathologies visibles sur une plante. Des travaux plus ici en modélisation écologique, donc on est venu exploiter à la fois les données agrégées dans le cadre de la plateforme et les modèles de classification qu'on a pour entraîner en fait des modèles de classification visuelle à la modélisation de la distribution d'espèces de plantes, donc la modélisation de la distribution géographique d'espèces de plantes à partir des mêmes techniques que celles utilisées pour la classification visuelle d'espèces, où là, en fait, l'entraînement des modèles se fait à partir de représentations visuelles de variables environnementales et de données satellitaires, donc comme on l'illustre ici
sur la gauche de ce slide, donc avec des résultats très prometteurs, à la fois en termes de scalabilité de ce type d'approche pour pouvoir, avec un même modèle de classification, avoir des prédictions de modélisation de la distribution pour un très grand nombre d'espèces sur de grandes zones géographiques et à une finesse spatiale, un grain spatial extrêmement fin. On a également expérimenté en fait l'adaptation de ce type d'approche donc sur des collections d'histoire naturelle, donc ici à partir de collections d'herbiers pour faciliter en fait l'identification d'espèces tropicales. Et donc c'est des travaux qui sont menés depuis maintenant plus de 4 ans avec l'Institut des technologies du Costa Rica et avec un vaste réseau d'herbiers américains. On travaille aussi sur l'utilisation de ces techniques-là pour l'estimation de la phénologie et de la dynamique phénologique des espèces, puisque finalement les herbiers sont un snapshot de l'état phénologique des plantes au moment où elles ont été observées, et c'est l'une des seules sources de données qui nous permet de remonter dans le passé. Donc très intéressante pour avoir une vision dynamique et des projections futures sur l'évolution de la phénologie des plantes. Depuis une dizaine d'années maintenant, on organise cette campagne d'évaluation des techniques de reconnaissance automatisée d'espèces, donc qui s'appelle Plantes Clés. Donc depuis quelques années, on l'a vraiment contextualisé sur des flores tropicales pour progresser sur cette capacité à correctement identifier les plantes dans ces contextes-là. Et c'est l'un des résultats du projet dans sa forme initiale qui s'est perduré aussi en tant qu'activité de recherche et dynamique de recherche, avec une très forte visibilité dans la communauté scientifique, notamment des acteurs en sciences informatiques, et finalement la promotion en fait de nos sujets de recherche via cette campagne d'évaluation-là à travers une vaste communauté internationale. Et je conclurai cette présentation avec la présentation de la forme actuelle de gestion du consortium, donc qui est entreprise et qui est gérée à travers un dispositif qui s'appelle INRIA-Soft. Et donc, ce dispositif, en fait, nous permet de structurer de manière plus pérenne via une formalisation avec un contrat de consortium qui a été, je dirais, validé et qui est mis en œuvre depuis 2019. Donc, il mobilise les 4 membres fondateurs initiaux avec, bien entendu, la Fondation Agropolis qui en est membre invité. Et le consortium est une structure ouverte. Donc, nous devrions avoir notre premier nouveau membre début 2022 avec l'implication d'une collectivité territoriale. Le consortium, il permet de gérer les dépenses et recettes du consortium. Donc, on liste ici un certain nombre de recettes obtenues et maintenant gérées de manière annualisée. Et donc, la participation et l'adhésion au consortium de nouveaux membres offrent la possibilité d'accéder à un certain nombre de services et de participer au copilotage de la plateforme et notamment de son évolution future pour faire en sorte que les évolutions à venir répondent bien à l'ensemble des membres de ce consortium. Ce sera difficile de remercier l'ensemble des acteurs à titre personnel et collectif qui ont participé au développement de cette plateforme sur les 12 dernières années. Mais en tout cas, un grand merci pour votre attention à ce sujet. Merci à tous.